Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Arthur Berda, donc ce jeudi matin encore. Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez revenir bien sûr sur la prise de parole hier soir du président Macron. Oui Bernard, parce que ça y est, le mot tabou est lâché, c'est le reconfinement. Il sera instauré ce soir à minuit et il va durer 4 semaines minimum. Alors cela faisait 5 mois que tout le monde y pensait tout bas, mais que personne n'osait le dire tout haut. 5 mois que l'on espérait réussir à éviter l'inévitable. Mais finalement, la deuxième vague est bel et bien là. Elle déferle sur le pays. C'est un véritable tsunami même qui ravage tout sur son passage et qui promet de faire des dégâts humains et matériels encore plus importants qu'au printemps. Bref, on est en train d'assister au scénario catastrophe, celui dont Emmanuel Macron cauchemarde toutes les nuits depuis la rentrée, parce que le président sait que derrière sa décision d'hier soir, il se joue en réalité nettement plus que les 4 prochaines semaines. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien, vous savez, souvenez-vous de la promesse d'origine d'Emmanuel Macron, celle sur laquelle il a basé toute sa campagne et le début de son quinquennat, c'était de faire ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait dit et rien que ce qu'il avait dit, à savoir réformer le pays, moderniser l'économie, remettre la valeur travail au centre de toutes les réflexions. Eh bien, depuis hier soir, Bernard, tout cela, c'est quasi caduc en fait. La réforme de l'assurance chômage a encore été reportée de plusieurs mois. La réforme des retraites ressemble de plus en plus à un vœu pieux. Bref, il n'y a plus guère de sujets sur lesquels Emmanuel Macron a encore une véritable marge de manœuvre. La seule option du président désormais pour mener à bien la fin de son quinquennat, c'est de tout faire pour limiter la casse, à la fois en termes de vies humaines, mais aussi en termes de faillites et de licenciements. Je ne crois pas à l'opposition entre la santé et l'économie, a-t-il dit hier soir, tout en sachant que c'est plus que jamais le moment de le prouver au pays. Et dans tout ça, quelle est la place exacte de l'opposition ? Ah bah justement, c'est toute la question. Comment s'opposer en temps de crise sanitaire sans passer au mieux pour un opportuniste, au pire pour un irresponsable ? Une chose est sûre, qu'ils soient de gauche ou de droite, les partis ont tous critiqué le manque d'anticipation et de préparation de l'exécutif, mais en même temps, ils se sont tous engagés à l'aider dans la difficile épreuve que traverse le pays, parce qu'ils savent que les temps de crise, ce sont les temps du gouvernement en place, quel qu'il soit, c'est comme ça. Ça pose cependant la question de leur rôle et de leur avenir dans ce schéma-là, d'autant qu'ils sont suspendus à des régionales dont ils ne savent pas ni si ni quand elles auront lieu. Nul doute en tout cas que quel que soit le contexte, l'opposition trouvera à la fin des fins un moyen de s'opposer. Merci beaucoup Arthur Berda du Figaro. Il reviendra demain vendredi sur cette antenne. Et tout de suite à 8h14 exactement, l'invité politique de la matinale, Madame Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Vous venez d'entendre Arthur Berda. Alors, c'est vrai que toute l'opposition politique dit bah oui, il fallait bien en arriver là, mais toute l'opposition politique, droite et gauche d'ailleurs, tombe sur le gouvernement en disant tout cela c'est la conséquence d'un gouvernement qui a failli et qui a raté le déconfinement depuis le mois de juin. Vous êtes un peu pas du tout d'accord ? Écoutez, l'opposition peut s'opposer. Je pense qu'on peut aussi se dire qu'on a besoin d'unité dans la période qu'on connaît. Et cette vague qui déferle sur la France, quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, c'est la même chose. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la vitesse de diffusion de cette épidémie, elle est plus rapide que ce que les scénarios les plus pessimistes avaient envisagé. Oui. Donc maintenant, il faut faire face, il faut prendre des mesures parce que la situation est grave, parce que 60% de nos lits de réanimation sont occupés aujourd'hui. Mais 100% dans 15 jours, avec le trend actuel. Absolument, donc il fallait un coup de frein brutal pour casser la dynamique de cette épidémie et revenir non pas à 40 000 cas par jour comme on a actuellement, mais revenir en dessous de 5 000 cas par jour. C'est le sens du confinement qui a été annoncé par le président de la République. Alors je comprends bien votre souhait d'essayer de préserver autant que faire se peut un minimum d'économie quand même, mais dans ce genre de situation, ne faut-il pas être beaucoup plus directif encore ? Parce que finalement, il fallait peut-être tout fermer et pas permettre aux BTP, aux écoles de fonctionner quand même. Mais attendez, on n'est pas dans la situation du mois de mars. Tous les secteurs d'activité ont travaillé pour mettre en place des protocoles sanitaires très stricts qui permettent de concilier l'activité économique et la santé au travail des salariés. Oui. Donc c'est pour ça que le BTP, les usines vont pouvoir continuer à tourner. Mais par ailleurs, c'est vrai que dans cette période, on veut absolument limiter
au maximum le contact, l'interaction sociale, comme on dit, réduire les déplacements, réduire les interactions en marge du travail. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il va falloir au maximum télétravailler pour toutes les activités qui le permettent. Mais est-ce qu'il ne vous semble pas, Elisabeth Borne, que les entreprises, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure par mes deux intervenants de la Chambre de commerce et des commerçants, sont beaucoup plus fragiles en cette fin octobre qu'elles ne l'étaient à la mi-mars? C'est-à-dire que ceux qui malheureusement vont devoir fermer là pour un mois, peut-être vont couler. C'est clair que beaucoup de secteurs ont dû s'arrêter pendant le confinement, n'ont pas vraiment repris cet été, ou en tout cas sont à nouveau très pénalisés depuis des mois, et c'est pour ça qu'on va accompagner massivement les secteurs qui doivent effectivement, qui sont concernés par les mesures de restriction qu'on met en place. Vous savez, je pense que le gouvernement l'a montré depuis le départ, le quoi qu'il en coûte. Je pense que les entreprises l'ont vu. On a mis en place l'activité partielle. Vous avez vu que pour les secteurs qui sont fermés, elle va être prolongée autant que nécessaire, avec une prise en charge à 100%. Les prêts garantis par l'État aussi. Garantis par l'État. On a mis en place un fonds de solidarité qu'on a renforcé jusqu'à 10 000 € par mois pour les secteurs qui sont effectivement concernés par ces restrictions. Donc on va à la fois faire fonctionner l'économie grâce aux protocoles sanitaires qui se sont mis en place et qui sont très bien appliqués en entreprise. Moi, je voudrais le dire. Ces protocoles sont très efficaces. Il n'y a pas de chaîne de contamination en entreprise quand on met en œuvre ces protocoles. Et donc, on va à la fois faire fonctionner cette partie de l'économie, et c'est important que chacun, effectivement, porte sa part pour que notre activité économique puisse continuer, et puis accompagner massivement les secteurs qui sont concernés par ces restrictions pendant ce confinement. En ce qui concerne les prêts garantis par l'État, Elisabeth Borne, certains, ce matin notamment dans la presse, disent « Écoutez, le principe est remarquable et ça fonctionne bien, objectivement ça fonctionne bien, ça coûte très cher mais ça fonctionne bien, mais il faudrait que les entreprises puissent rembourser à plus long terme ». Parce que est-ce que c'est envisagé? Vous savez, hier avec Bruno Le Maire, on a eu un échange avec tous les secteurs économiques. La Fédération bancaire a bien entendu le message. Il va falloir rééchelonner ces prêts. Il y a des conditions favorables qui ont été définies quand on prolonge ces prêts. Donc voilà, je pense que le gouvernement, avec les secteurs économiques qui sont concernés, notamment les banques, ont bien en tête que les entreprises qui sont frappées par des restrictions ne vont pas pouvoir rembourser leurs prêts au printemps prochain. Donc le maximum sera fait, on sera aux côtés des entreprises. Vous savez, moi, ma préoccupation, c'est de sauvegarder le maximum d'emplois. Je crois qu'on a aussi des outils pour surmonter cette crise comme on n'en a jamais eu. L'activité partielle, moi je le redis, ça a été près de 9 millions de salariés dont la rémunération a été prise en charge par l'État au printemps dernier, et là on accompagnera de la même façon tous les secteurs qui font l'objet de restrictions administratives. Elisabeth Borne, est-ce que vous avez le moyen, ou le souhait au moins, de tordre le bras, par exemple, du monde de l'assurance? Monsieur Dutournier, qui est restaurateur à Paris, me disait tout à l'heure, il y a un quart d'heure, moi, ma compagnie d'assurance ne veut pas m'indemniser alors que c'est prévu dans mon contrat. Vous savez qu'il y a des tas de litiges avec les restaurateurs notamment, et aussi avec les bailleurs qui veulent avoir leur loyer pour les boutiques à la fin du mois, alors qu'il n'y a plus aucune rentrée d'argent vu que la boutique est fermée. Alors pour tous ces gens-là, c'est deux sujets différents, effectivement, les assurances. Moi, je leur laisserai s'expliquer. S'agissant des loyers, je crois que ça a été dit, la situation elle est compliquée parce que les loyers des uns, c'est les revenus des autres. Et effectivement, on peut se dire il y a des grandes foncières qui pourraient faire des remises. Il y a aussi des personnes dont ce loyer est le revenu. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place un dispositif de crédit d'impôt qui permettra à l'État, là encore, d'accompagner, de prendre en charge une partie de ces loyers au travers de ces crédits d'impôt. Alors ce qui est très rageant finalement, Elisabeth Borne, avec cette reprise de la pandémie et ce reconfinement, c'est que les derniers chiffres dans votre domaine étaient plutôt très encourageants. Là, je les ai sous les yeux, là, les chiffres de août-septembre, 696 000 embauches de jeunes. Je vous confirme. C'est bien ça. Alors je vous confirme que ma priorité c'est l'emploi, l'emploi et l'emploi. On va mettre en place des dispositifs puissants. Et puis pour tous les secteurs économiques qui vont poursuivre leur activité, et donc c'est 90% de notre économie qui doit pouvoir continuer à fonctionner, moi je les invite
je les incite et je leur redirai qu'il faut continuer à embaucher des jeunes. Quand vous êtes dans le BTP, quand vous êtes dans la métallurgie, si vous pouvez continuer votre activité économique, il faut penser à embaucher des jeunes. On a mis en place un plan massif pour accompagner les jeunes, pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail ou qu'ils puissent se former. Et effectivement, les signaux qu'on avait jusqu'à présent sont encourageants, avec 700 000 embauches de jeunes en CDD de plus de 3 mois ou en CDI sur les mois d'août et septembre. Et puis on a aussi... C'était 1000 de plus que sur la même période l'an dernier, quand 10 000 de plus que l'an dernier. 10 000 de plus que l'an dernier. On a aussi les contrats d'apprentissage. Je pense que c'est très important que les entreprises continuent à signer des contrats d'apprentissage parce que ça permet à des jeunes d'arriver dans le monde professionnel en étant bien préparés. Et puis c'est aussi pour l'entreprise préparer les compétences de demain. Donc moi je le dis, on accompagnera massivement, plus fort encore qu'au printemps, les secteurs qui font l'objet de restrictions. Et pour la partie de notre économie, les 90% qui vont continuer à tourner, continuer à embaucher, permettez aux jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail de trouver un emploi. Vos techniciens au ministère et ceux de Bercy aussi travaillent sur les prédictions de chômage. Madame Borne, on va finir l'année 2020 avec à peu près quel taux de chômage pour la catégorie A ? C'est-à-dire les gens qui ne travaillent pas du tout. Je parle pas de la B, C, D, etc. Ceux qui ne travaillent pas du tout. On sera à combien ? 8, 9%? Écoutez, moi je suis pas là pour faire des prédictions, je suis là pour tout faire pour freiner le chômage. C'est vrai que là encore, les signaux étaient positifs puisque au printemps, on avait eu 1 million de demandeurs d'emploi de catégorie A de plus. Oui. Avec les chiffres de septembre, on voit qu'on avait baissé des 2/3 par rapport à cette hausse du printemps. Mais vraiment, moi, je vous dis, je fais pas des prévisions, j'agis, et en particulier avec les outils comme l'activité partielle de longue durée. Je pense que c'est particulièrement pertinent dans la période qui vient. Toutes les entreprises qui vont pouvoir être accompagnées pendant 2 ans avec une prise en charge de la rémunération d'une partie des salariés. C'est l'idée de partager l'activité entre les salariés pour pouvoir préserver les emplois et former les salariés. Et dans cette période, quand on a moins d'activité, vous savez que l'État finance aussi de la formation pour renforcer les compétences des salariés et que les entreprises soient plus fortes demain. Le télétravail a été un vecteur fondamental du maintien à flot plus ou moins de l'économie française. Est-ce que, dans votre esprit, Elisabeth Borne, au-delà de la pandémie, quand enfin on aura eu un vaccin pour tout le monde et qu'on sera sorti de ce cauchemar éveillé, il faut maintenir un très haut niveau de télétravail? Est-ce qu'on est en train d'opérer un basculement du monde du travail vers ça? Est-ce que vous le souhaitez? Je pense qu'il y a eu vraiment une sorte de révolution culturelle sur le télétravail. On peut se rappeler qu'en 2019, c'était 5% des salariés qui télétravaillaient. Et là, on voit, et les études que l'enquête que mon ministère a fait mi-octobre, 50% des salariés dans les métropoles, donc les zones qui faisaient l'objet déjà du couvre-feu, télétravaillaient en tout ou partie. Donc je pense qu'on a beaucoup progressé sur le télétravail. Là, dans la période qui vient, la règle, elle est claire. Pour l'ensemble des activités qui le permettent, on doit être en télétravail. Et au-delà? Et au-delà de la période actuelle, je pense que ça a des avantages. Le télétravail, c'est clair, ça permet de réduire les déplacements et donc la fatigue. Ça permet sans doute aussi de concevoir un peu différemment l'aménagement de notre pays, où on peut habiter dans une ville moyenne tout en travaillant effectivement à distance. Mais il y a aussi des points sur lesquels il faut être vigilant dans la durée. C'est la cohésion des équipes, c'est aussi l'isolement des salariés. Donc en temps normal, on ne doit pas aller aussi loin que ce qu'on va faire dans la période actuelle. Merci beaucoup. Elisabeth Borne, ministre du Travail sur Radio Classique ce jeudi matin. En attendant, bien sûr, la conférence de presse de M. Castex cet après-midi à 18h30 et peut-être encore des précisions sur les modalités d'application de ce reconfinement qui, je vous le rappelle, débute cette nuit à 0h, donc ce soir à minuit. Merci Madame Borne et bon courage pour la suite. Il est 8h25 exactement, la note américaine, c'est à suivre dans un instant. Laurence Haïm est rentrée hier chez elle à Washington. Chose vue dans la capitale des États-Unis à 5 jours de l'élection présidentielle.